Enjoy simultaneous translation. Scan the QR code and connect your earphones. On enchaîne à bon rythme et je vois que l'audience ne désemplit pas. Est-ce que vous allez bien? Ouais, vous passez un bon moment parmi nous? Est-ce que vous avez vu des choses intéressantes en visitant le Sierra? Ouais. Qu'est-ce que vous avez vu de plus intéressant, de plus surprenant? Tiens, on fait un petit blind test. Voilà, c'est tous les produits du monde, c'était les stands de caviar. Ah oui, le caviar, carrément, on va dans les choses simples. Oui, pareil. Caviar, donc on reste dans la simplicité. Moi, les figures en chocolat. Ah, figure en chocolat, pas mal. Et vous? Coupe du monde de fromage. Ah ouais, intéressant. Oui, c'est vrai qu'il y a les concours en plus aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez été voir le Bocuse d'Or. C'est la première journée du Bocuse d'Or. C'est vrai qu'il y a pas mal de choses à voir. Alors, nous allons poursuivre dans notre programme cet après-midi ici sur ce Sierra Food Forum avec la génération Z, avec son penchant pour le végétal, pour le local, le digital. Elle pousse les restaurants et les restaurateurs à se réinventer puisque pour eux, la cuisine doit être aussi audacieuse que responsable, associer plaisir et éthique. Alors, ces jeunes consommateurs, cette nouvelle génération, façonne-t-elle une nouvelle ère culinaire ou est-ce une tendance éphémère portée par l'actualité? Les restaurateurs peuvent-ils séduire cette nouvelle génération tout en restant rentables? Nous allons poser ces questions à notre prochain invité. Je vous demande, s'il vous plaît, d'applaudir Dany Kézard, chef du Bayview à Genève. Je vous en prie, prenez place, cher Dany. Ça va? Mais oh, moi je vais bien. Moi je vais bien. On est bien ici. Regardez, on est bien entouré. Vous allez bien? Super. Vous avez passé une journée assez dense, l'impression? Intense. Intense. Bah, c'est vrai, quand on vient au Sierra, c'est toujours intense. Dany, je le disais, vous êtes le chef du Bayview à Genève. Est-ce qu'on peut avoir en quelques mots, je dirais, les principales étapes de votre parcours pour ceux qui ne vous connaîtraient pas parfaitement? Alors bonjour à tous déjà. J'espère que vous allez bien. Ça va? Bon. Du coup, mon parcours, c'est assez simple. Un enfant de la région parisienne, voilà. Passionné de cuisine. Mon grand-père qui m'a transmis en premier, mes parents aussi, d'ailleurs, qui sont là-bas. Et puis, voilà, tombé assez tôt. C'était des enchaînements d'opportunités. Voilà. J'ai rencontré des chefs, dont le chef Michel Roth, qui m'a tendu la main à mes 15 ans. J'ai commencé au Ritz, du coup, à l'Espadon, aux 2 macarons Michelin. C'était une super belle maison, un grand palace, voilà. Et ensuite, je suis parti avec le chef Pierre Gagnère à la fermeture du Ritz. Et après, à l'aventure suisse, à mes 19 ans. Voilà. Et j'ai repris les rênes du restaurant étoilé. On a confirmé l'étoile et on a eu 18 sur 20 au Goemio, donc on est très content et c'est un travail d'équipe. Voilà. Et vous n'avez que 28 ans. Exactement. Ouais, bravo, on peut l'applaudir, Dany Kézard. Joli parcours. Merci. Alors, on peut souligner, puisqu'on va parler de la génération Z dont vous faites partie, c'est pour ça que je précise aussi votre âge, vous avez un look qu'on ne voit pas particulièrement souvent dans les cuisines de restaurants étoilés. Est-ce le signe d'un changement? Est-ce vraiment le signe que voilà, la nouvelle génération dont on parle tant arrive? C'est une bonne question. C'est vrai que j'ai un style un peu atypique.
j'ai aussi une histoire atypique. J'ai commencé par la musique. Je suis fan de musique. Et on mélange un petit peu les deux. Donc c'est pour ça le profil un peu différent des autres chefs. Mais tout en ayant les bonnes bases. Et on a appris voilà, la cuisine classique. Et c'est ce mélange des deux. Après, c'est Top Chef qui m'a permis aussi de m'épanouir et de montrer aux gens en fait, mes deux côtés, mes deux passions. Et de l'assumer pleinement. Et je reçois plein de messages de gens qui maintenant se disent bah ouais, on peut assumer le fait d'avoir une autre passion qui est complètement rien à voir de la restauration et de l'esprit étoilé Michelin, etc. Et c'est super beau parce que du coup peut-être que ça va déclencher aussi le fait d'être soi-même et de vivre pleinement les choses. Ouais, je crois que ça fait partie aussi, c'est un peu le propre de la génération à laquelle vous appartenez, c'est en fait de s'affirmer tel que l'on est, sans penser véritablement à ce que les autres peuvent attendre de vous, c'est de dire voilà, moi je suis comme ça, j'ai envie de mélanger, la musique, ça veut dire quoi? Vous jouez d'un instrument, j'aimerais bien en savoir plus. Avec mon frère, on fait du reggaeton, on fait du rap, voilà. Donc c'est vraiment un opposé avec la gastronomie. Mais c'est génial, c'est le côté artistique. Donc il y a aussi des similitudes maintenant qu'on retrouve. Ouais, je ne sais pas si c'est véritablement opposé. Aujourd'hui, est-ce que vous associez la musique et la cuisine? Ou est-ce que vous écoutez de la musique en faisant de la cuisine? Alors on écoute de la musique en faisant de la cuisine, déjà. Et je pense que c'est le côté un petit peu partir d'une toile blanche et de pouvoir composer un peu avec les éléments qu'on a autour de nous. En fait, c'est un petit peu comme la musique, où on vient utiliser certains instruments, un petit peu comme le choix des produits, et puis on vient créer, composer et se laisser. En fait, ce qui est magnifique, c'est qu'on a personne pour nous guider, on fait ce qu'on veut avec les éléments, et c'est ça qui me plaît autant dans la musique que dans la cuisine. Ouais, c'est la partition, le solfège, les notes, et puis en fait, ouais. Et ça vous inspire. Bah, je pense que ça vous permet aussi d'exprimer l'artiste qui est en vous, parce que on l'a déjà dit ici sur cette même scène avec d'autres chefs qui sont passés, mais la cuisine, ça a ce biais artistique, c'est une expression. Ouais, ce qui est magnifique avec la cuisine, c'est que c'est un art éphémère. Il y a très peu d'arts en fait, qui sont faits et sont créés pour être détruits. La cuisine, ça l'est. Ouais, c'est vrai. Et quand on y pense, je trouve ça assez magique et ça a une toute autre saveur. On travaille des années, on prend du temps, des heures, des jours pour créer un plat qui est un art. Et en fin de compte, on le détruit. Et le seul truc qui peut rester, c'est l'émotion. Et c'est là où on travaille énormément, je pense que notre génération aussi, c'est d'apporter une part de soi et d'être vraiment en transparence avec les clients et de donner un peu de soi-même dans l'assiette pour que les gens nous ressentent et qu'ils gardent en tête cet art éphémère en fait. Alors, vous nous le disiez, vous avez appris des bases classiques avec l'un de nos plus grands chefs et certainement l'un des plus gentils chefs qui existent en France aujourd'hui. Je dis l'un des pour ne froisser personne, mais vous l'avez prononcé, c'est Michel Roth. Michel Roth qui a deux casquettes, il est meilleur ouvrier de France, l'un des meilleurs ouvriers de France, et il est aussi Bocuse d'Or. Et c'est l'un des rares en France à porter ces deux casquettes-là. C'est lui qui vous a pris la main à 15 ans, c'est lui qui vous a amené également en Suisse. Donc, base classique, à quel moment avez-vous eu le sentiment de vous exprimer pleinement avec l'apprentissage que vous avez eu? Alors je pense que ça a été une longue évolution. Au début, ça a été de vouloir tout savoir, de jamais être face à l'échec quand un chef te dit bah, lance-moi une sauce lyonnaise et savoir ce que c'est exactement. Donc il y avait tout un processus de tout apprendre, l'escoffier, etc. Voilà, toutes les bases. Et puis ensuite, une fois qu'on a fait ça, et bah, je pense qu'il y a le côté Dany enfin qui est sorti et de ok, bon, on sait faire. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Et c'est là où ça a été génial, la transition. Et c'est un petit peu aussi Top Chef qui m'a mis le pied au mur en c'est quoi vraiment ta cuisine à toi? Et c'est là où il y a eu la transition avec le côté original et d'aller chercher un peu plus loin les associations. Et une fois qu'en fait on a toutes les bases et qu'on connaît nos produits, et bah c'est génial parce qu'on se rend compte qu'il y a de l'amidon dans de la pomme de terre, il y a ceci, il y a cela. Et en fait tout ça peut construire des textures, des façons de faire voler des choses, voilà. Et c'est génial. Vous avez, je dirais, mis du temps à comprendre que ces bases étaient essentielles à pouvoir ensuite s'exprimer? Oui, exactement, parce qu'au début, je faisais la cuisine un petit peu comme le côté militaire, quoi. On apprend, c'est très dur, on n'a pas de recul, en fait. Et c'est après que je me suis dit, en fait, quelle chance d'avoir eu toutes ces grandes bases de tous ces grands chefs, des meilleurs ouvriers de France, parce qu'il y en a eu plusieurs dans la cuisine du Ritz. Et voilà, et c'est génial parce que du coup, ça a été, je le savais pas, mais c'est des fondations qui sont
primordial pour construire un building, quoi. Et du coup, bah, c'est après que je me suis rendu compte, ouais. Top Chef, c'est un maillon essentiel dans votre chaîne? Bah, ça fait partie de mon histoire. Et qu'est-ce que ça vous a apporté? J'ai l'impression à vous entendre que ça a été un vrai plus. Bah, C'est en fait, pas que de la notoriété, parce que ça apporte aussi ça, bien oui, entendu. non. Mais Non, ça reste. Bah, déjà, quand on est dans Top Chef, on n'a pas du tout le côté notoriété, ni. Voilà, on est dans le concours. On est face à tous les grands chefs qu'on admire. Comme un jeune footballeur qui doit se faire juger sur un penalty devant Mbappé, Cristiano Ronaldo, et ça met la pression. Et en fait, bah, du coup, ça nous sort de notre zone de confort, tout simplement, je pense. Et du coup, bah, on arrive à de grandes choses. C'est quand on est un petit peu hors de notre zone de confort qu'on arrive à se challenger et à évoluer très vite. Et dans un espace-temps très court, en fait, compte, on se met énormément de stress. Moi, j'ai perdu 5 kilos alors que je n'avais pas grand-chose à perdre. Et je pense que c'est un stress qui nous permet d'avancer énormément. Ouais. on parle, la thématique de notre échange de la génération Z passe à table, je le disais, c'est vraiment la génération à laquelle vous appartenez. Alors une génération que l'on prétend vouloir de l'expérience, changer un petit peu les choses, avoir un regard différent. Puis finalement, vous, à 28 ans, vous vous retrouvez dans un restaurant étoilé avec une base classique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre génération, elle peut tout aussi bien vouloir de la street food et une table étoilée? Exactement. Ce qui est assez marrant dans la clientèle, c'est j'ai des personnes qui économisent pendant 3 mois pour venir manger. Et à la fois, on a des habitués qui viennent toutes les semaines. Et en fin de compte, c'est ça qui est magnifique, c'est que du coup, moi le premier, j'adore manger au coin du feu ou en street food, sur le pouce. Et autant me faire une belle table étoilée et de rester 4 heures à table. Et je pense que maintenant, il n'y a plus trop de codes et on arrive... En fait, on peut faire de la bonne cuisine partout. Et c'est ça qui est magnifique. Et je pense qu'on n'a pas besoin d'être dans une bonne table justement étoilée pour bien manger et se faire plaisir et avoir des émotions. Je pense qu'avec un simple hot dog en plein milieu de New York, on peut avoir un truc, quoi. Ouais, ce que j'allais vous dire, enfin ce que j'allais vous demander, c'est-à-dire que ce qui vous plaît à vous, c'est vraiment cette diversité et c'est cette richesse d'expérience. C'est d'avoir en fait le bon produit au bon moment. Hein, le hot dog à New York parce qu'on y est, la street food en Asie, voire même en fait une taqueria parisienne, puisqu'on en parlait il y a très peu de temps parce qu'elle existe. C'est ça que vous aimez? Bah oui, je trouve que c'est ultra enrichissant et on grandit de toutes ces petites expériences. Et c'est ça qui fait, en tout cas moi qui fait un peu ma cuisine aussi, c'est d'avoir une inspiration d'un moment, de revenir du Maroc et d'avoir goûté une huile d'argan qu'on ne connaissait pas il y a encore 2 semaines. Et voilà, c'est plein de petits trucs comme ça qui fait que du coup on grandit, on s'enrichit énormément. Et je pense que grâce aussi un peu aux réseaux sociaux, à tout ça, en fait on a envie aussi d'aller voir, ça nous donne envie en tout cas moi ça me donne envie énormément de voyager, de faire plein de choses et d'être autant en cuisine, mais aussi un peu en extérieur pour pouvoir aussi s'inspirer et s'enrichir de tout ça. Vous avez besoin de satisfaire une grosse curiosité? Ouais, exactement. Je suis très curieux. Ouais, ouais, on le sent. Je sais pas, ça se voit. Enfin, vous aimez vous voyager, vous regardez, vous me disiez les réseaux sociaux, vous goûtez beaucoup? Ouais, bah ouais, ça reste une passion, donc c'est génial. Moi, j'adore. Mais même les producteurs, hein, je veux dire, en restant en France. C'est génial de découvrir des tout petits producteurs qui arrivent avec un produit exceptionnel que tu connaissais pas et tu te dis waouh, mais t'as envie de... Moi tout de suite j'ai envie de sortir une planche et de le cuisiner, de le travailler, quoi. Et c'est ça qui est magnifique. Je pense qu'il faut garder cette flamme de notre jeune génération et d'être passionné et juste de pas réfléchir mais de se faire plaisir, quoi. Un mot sur le Bayview, parce qu'on n'en a pas encore parlé. Ça ressemble à quoi le Bayview, la salle du restaurant? Et puis qu'est-ce que vous faites à manger? Alors la salle est très classique. On a la chance d'avoir une magnifique vue face au lac. Et c'était une cuisine qui était très classique avec le chef. Qui avait quand même tendance aussi à vouloir évoluer et à avoir toujours de la modernité et de continuer à travailler avec un peu que les modes de cuisine parce que ça évolue vachement. Et puis maintenant c'est une cuisine, je dirais... moi j'aime bien l'appeler une cuisine simple parce que c'est une cuisine sur des classiques, mais qui ressemble plus au classique. Voilà. Et avec le côté... En fait, moi, j'avais un problème, c'est que je voulais toujours faire des choses de dernière minute, devant les clients. L'instinct. Et en fin de compte, le temps que nous, on le fasse en cuisine, ça peut pas aller en salle comme on le souhaite. Et du coup, en fait, ça a créé du show en salle, en fait.
mais du show qui c'est pas du show. Pour moi, c'est en fait une contrainte qu'on est obligé de le faire devant le client pour qu'on optimise les goûts. Et du coup, bah, c'est devenu un style un peu de cuisine où en fin de compte, on a des interactions en salle et un petit peu une mise en scène de théâtre qui se met en place, mais en fait, c'est pour juste faire vivre le moment complètement et une expérience avec des goûts qui sont bien précis sur le moment. Et du coup, moi, à la base, c'était une contrainte et c'est devenu en fait un atout maintenant. Et il y a beaucoup le côté un petit peu théâtral et un petit peu histoire. Ça participe à l'expérience. Du coup, oui, Ouais. oui, ça change un petit peu. Ouais. Alors c'est un mot qu'on prononce beaucoup aussi, et on dit souvent, là on l'a dit il y a encore 20 minutes, la génération Z ne sortira plus de chez elle que si on lui offre une expérience. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que l'expérience, elle est forcément attendue? Est-ce qu'on vient chercher inévitablement l'effet waouh? Non, moi, je dirais justement la génération Z, elle a envie de voir plein de choses. Justement, au contraire. Non, je pense qu'il n'y a pas besoin d'expérience pour faire sortir les gens. C'est sûr que c'est peut-être un plus parce qu'on vit une expérience. C'est-à-dire qu'il y en a qui économisent des mois pour venir faire ça et ça serait dommage de leur donner une déception sur le fait que ça ressemble un peu à d'autres restaurants plus classiques qui peuvent le faire plus souvent. Du coup, oui, dans la gastronomie, peut-être qu'il y a aussi un peu ce challenge de faire vivre, pas que dans la cuisine et dans les goûts, mais de faire vivre voilà, un moment un peu hors du temps. Moi, c'est ce que j'aime, c'est que les gens, c'est un peu ludique ma cuisine. Il y a des petits bonhommes qui volent, il y a des petits bonhommes qui sautent dans la neige, il y a plein de trucs sympas. Et en fait, c'est moi ce qui me fait, quand je fais le tour de table et que les gens me disent j'ai adoré le côté ludique. Et ben ça, c'est voilà, moi j'aime bien ça. Parce que du coup, ça les a fait sortir d'une bulle. Ils étaient dans un moment et ils ont pensé qu'à ça sur ce moment-là. Et vivre le moment présent, je crois que c'est la meilleure des choses qu'on peut faire. En tant que chef étoilé de 28 ans, est-ce que vous avez le sentiment que vous pouvez être un lien via par rapport à votre génération et que vous pouvez la faire venir dans des établissements étoilés? Bah, c'est tout le challenge. Moi, je suis dans un palace un peu vieillissant et c'est dur de faire venir les jeunes. Parce que déjà, ça fait peur de mettre le pied dans un palace ou dans un grand hôtel. Tout de suite, on se dit ça va être cher. On a un peu c'est un petit peu dur. Et c'est vrai que grâce aux réseaux sociaux et un peu montrer les back-office de ce qui se passe, bah, les gens, ils ont plus de proximité et de facilité de rentrer dans ces établissements. Et c'est super parce que du coup, on a rajeuni vachement la clientèle. Et c'est génial. Moi, je trouve ça super. Alors, chef du Bayview à Genève, établissement étoilé, un beau palace, et bientôt, donc ça c'est l'actualité de l'année 2025, vous allez être le chef d'un nouvel établissement à Rueil-Malmaison. Donc vous avez signé, je dirais, un partenariat, vous allez corriger hein, si le terme n'est pas tout à fait bon, avec les bistrots pas parisiens. J'aimerais bien que vous nous en parliez un peu, parce que là vous allez vous adresser à une autre clientèle. C'est ça, c'est un challenge pour moi parce que, à vrai dire, j'ai jamais fait de bistronomie. Alors ça va être sympa comme aventure. J'y ai réfléchi beaucoup et c'était le moment d'associer mes deux passions, la musique et la cuisine. Et du coup, c'est un restaurant on rentre en fait par le bar et il y a un piano à queue et on est vraiment en fait un peu le restaurant que j'aurais voulu, tu vois, dans le mélange des deux, dans le côté musique et cuisine et à la fois pouvoir aussi avoir un ticket moyen beaucoup plus bas pour qu'il y ait plus de gens qui puissent venir. Et répondre à une clientèle qui n'a pas forcément les moyens de venir dans la table étoilée. Oui, parce que dans la philosophie des bistrots pas parisiens, je crois qu'il y a un menu qui ne doit pas dépasser 40 €. Hein, il y a une accessibilité au niveau du prix. Et alors aussi, il y a une volonté assez forte, c'est de s'installer sur la petite couronne, pas forcément à Paris, mais d'aller un peu vers la banlieue. Voilà. Ça vous plaisait, toute cette mise en scène, j'allais dire? Exactement. Je trouvais que c'était hyper malin de ne pas forcément ouvrir dans Paris-Centre, d'être un petit peu à l'écart. Moi, j'ai grandi dans la banlieue parisienne. Et c'est génial, du coup, d'avoir ce parallèle un petit peu, parce qu'on est très proche de Paris à la fois, mais il faut peut-être donner envie aux gens de venir aussi, de sortir un peu de Paris. Et ça va être un beau challenge. Je pense que c'est génial, ça marche très bien déjà. Les bistrots pas parisiens, ils en ont plusieurs. Ça marche plutôt bien, donc on espère que le mien aussi. Donc, Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés? C'est eux qui sont venus vers vous? J'avais fait, en fait, ils ont le bistrot Top Chef. Oui. À Suresnes. Ouais. Et j'avais fait 3 événements là-bas. Et j'avais adoré le côté un peu plus convivial, plus de monde aussi, c'est différent. Et ça m'avait beaucoup plu et il m'avait déjà un petit peu dit bah écoute, si un jour tu veux faire un bistrot, pourquoi pas le faire ensemble, etc. Et puis en fin de compte, ça s'est fait naturellement.
J'ai adoré aussi les équipes, qui est hyper important. Et puis j'adore Stéphane aussi, qui fait partie du groupe. Ouais, Stéphane Rondenberg, animateur d'M6 et donc de l'émission Top Chef. Exactement. Et on s'était vraiment pris voilà, c'est quelqu'un qui est, comme Michel Roth, tellement gentil, tellement humain. Et du coup, j'ai dit, bon, pourquoi pas se lancer à l'aventure et faire un bistrot. J'avais envie de le faire. J'avais fait en fait, des restaurants éphémères sur Paris, en bas de la Tour Eiffel, un dans le 17e arrondissement, etc. Et puis en fin de compte, je me suis dit, bon, on arrête ces restaurants un peu éphémères et on fait quelque chose de fixe, plus travaillé, on prend le temps de le faire. Et là, on a un bistrot assez particulier qui est... Ouais, j'allais vous y emmener, ce que je veux dire. Vous avez une chance incroyable, c'est que ce bistrot, il est très architectural. Hein. Il est perché sur des piliers, on peut dire ça comme ça. Enfin, je vous laisse vous le décrire certainement mieux que moi puisque vous l'avez vu. C'est un peu l'idée du dessin animé Là-haut, la maison qui s'envole avec les ballons, vous savez. Et du coup, c'est une maison perchée à 14 mètres de haut sur 4 pilotis. Voilà. Et en fin de compte, on passe à travers la cuisine avec l'ascenseur. Et puis on arrive dans cette salle et tout est en baie vitrée. Et en fait, on a un petit peu un ovni. Ça fait vraiment, on serait un peu à Shanghai où on a du mal à croire qu'on est à Rueil-Malmaison. Et c'est génial. Donc quelle ambiance va être dessinée? Est-ce que vous avez d'ailleurs participé à la décoration? Est-ce que vous avez insufflé des idées à tout ça? Exactement, je ne suis pas le seul, on est des équipes. Mais oui, le chef, on adore toujours ce côté-là de donner un peu de sa touche. Et il y avait vraiment le côté musique que on voulait mettre. Donc il y a un peu des vinyles en déco. Justement, là, on réfléchit à mettre peut-être aussi des éléments de Top Chef, des éléments un peu de ma vie, des photos de mon grand-père, etc. Et de créer un peu un univers, un peu la maison de Dany, quoi, tout simplement. Extérieurement, on est très moderne et intérieurement, on est très cosy. Et j'aime bien ce contraste entre les deux. Ouais, on a l'impression aujourd'hui, c'est vrai, alors j'en reviens, je vais essayer d'arrêter sur cette génération Z, mais qu'on a ce besoin d'authenticité, c'est-à-dire de savoir chez qui on vient s'attabler. Voilà, quand vous dites chez Dany, ouais, en fait, on a envie d'avoir vos souvenirs au mur et on veut avoir, j'ai l'impression, la conviction que vous allez un peu presque venir nous apporter un plat et s'occuper de nous en direct. Hein. Exactement. Alors bien sûr, je serai toujours à mon restaurant étoilé. C'est là le challenge. Ouais. On a 2 jours de fermeture. Le bistrot sera ouvert normalement 7 sur 7. Donc je serai sur ces week-ends là-haut à Paris. Ouais. On va faire les allers-retours. Mais c'est génial parce que du coup, justement, j'ai envie de donner ma patte au maximum parce que je ne serai pas là au quotidien non plus dans ce bistrot. Et j'ai envie que les gens se disent, OK, il a vraiment travaillé cette carte, il a donné vraiment de soi dedans. Voilà. Vous avez déjà des plats écrits sur... Ouais. On peut avoir un avant-goût de plats que vous allez proposer? La blanquette de veau de ma mère. Ok. Ouais. Donc ce sera des plats simples Oui, de toute façon, c'est toujours des plats simples que je fais. C'est ce que vous me disiez tout à l'heure. Mais oui, il y aura cet effet... En fait, j'aimerais faire comme ce que je fais au Bayview, mais décomplexé. Moins avec le côté pince, petit dressage, visuel. Essayer de faire quelque chose concentré sur les goûts, dresser un petit peu à la gagnère, jeter dans l'assiette. Ouais, ok. Voilà. Et de laisser parler en fait les goûts et les associations. Voilà. Donc là, vous avez choisi un chef. Exactement. Qui sera le chef qui cuisinera. Ouais. Un ancien du Bayview qui était dans mon. Est-ce que c'est simple de choisir la personne à qui on va confier, en fait, avec qui on va faire confiance, parce que c'est elle qui va nous représenter? Oui, déjà c'est un travail, comme je dis toujours, c'est un travail d'équipe. Voilà. J'ai la chance d'être assez jeune, mais d'avoir quand même des gens qui me suivent et qui sont là depuis des années avec moi et qui ont envie aussi d'évoluer. Et ça permet aussi de faire évoluer certains dans d'autres établissements. Ouais. Et c'est une suite logique en fait de pouvoir aussi garder les gens autour de nous parce que on a besoin d'eux et ça fait tellement du bien d'avoir des collaborateurs qui sont là depuis 5, 6, 7 ans. C'est ultra rare. Et du coup, je veux garder ça et ça permet aussi de faire des évolutions et de faire évoluer les gens et des gens qui te connaissent en fait. Donc déjà, c'est beaucoup plus simple de travailler avec eux parce que ça fait des années qu'ils ont l'habitude de travailler vous les connaissez ensemble. Ouais, exactement. Ouais. Vous me parlez du piano tout à l'heure et de musique. Il va y avoir des concerts, des soirées un peu musicales. Est-ce qu'on va pouvoir vous voir éventuellement au piano en soirée? Alors peut-être, un samedi soir, on prendra le micro. Mais outre nous, oui, j'ai envie de faire aussi découvrir des talents, des gens que j'écoute, que j'aime beaucoup. Et aussi peut-être des one-man shows un petit peu. Le restaurant s'y prête. Et j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup d'artistes, des comédiens. Et j'ai envie d'essayer de faire peut-être aussi des brunchs le dimanche, un peu différents.
des brunchs un peu urbains où on peut très bien manger, puis il y a un sketch en même temps. Et j'aimerais bien faire vivre le lieu un petit peu comme ça, qui est vraiment le côté artistique dans le lieu, ouais. Ouais, que ce soit pas un simple restaurant, que ce soit aussi un endroit de convivialité et de fête. Alors c'est un endroit aussi où on peut venir juste boire un verre, parce que c'est mon frère qui fait la carte du bar. Et en fait, j'ai envie que ce soit un lieu où, comme en fait il s'y prête, on a vraiment envie d'y aller comme un monument, bah, peut-être juste s'y rendre et boire un verre. Et peut-être se faire prendre par la soirée et puis en fin de compte manger un plat au coin du bar. Mais c'est un peu l'esprit que j'ai envie dans ce lieu-là. Alors je l'ai en tête, on ne sait pas si ça va se passer comme ça. Mais c'est décomplexé. Voilà, décomplexé, ouais. Exactement. Votre frère est barman? Oui. Ok. Mixologue? Mixologue, un grand mixologue. Un grand mixologue? Ouais, caché. Il aime pas les réseaux, lui, mais il est très très fort. Ouais. En tout cas, vous aimez bien les réseaux, parce que j'ai vu que vous aviez lancé un concours sur les réseaux pour définir le nom du restaurant. C'est terminé? Enfin, vous avez. C'est terminé, ouais. Alors, il va s'appeler comment? Ah non, on n'a pas choisi encore. Vous n'avez pas choisi encore, donc on n'aura pas d'exclus. 27 000 noms. 27 000 noms. Eh ben, bon courage. Si vous voulez participer à choisir le nom. Oh bah, je ne sais pas s'il faut en rajouter un de plus. Donc, on le saura quand, le nom du restaurant? J'aimerais bien, à la fin du CIRA, de vraiment choisir. Ok. Et l'ouverture? L'ouverture mi-février. Mi-février. Donc, Rue de Malmaison pour découvrir l'autre facette de Dany Kézard. Est-ce que vous permettez qu'on propose aux gens qui sont présents de vous poser des questions? Ah oui, bien sûr. Allez, question avant qu'on laisse Dany repartir. Vous levez la main, on vient vous voir avec un micro. Alors, juste en face de nous. Alors, je le répète depuis tout à l'heure, parlez bien près du micro pour qu'on vous comprenne bien, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour. D'abord, bravo pour le parcours à Top Chef. Merci. J'avais une question pour vous, qui est un jeune chef. Quelle est pour vous l'importance des réseaux sociaux à l'heure actuelle dans la gastronomie française? Je pense qu'elle a sa place de plus en plus. On le voit d'ailleurs, il y a de plus en plus les grands chefs se mettent à faire des vidéos, etc. Alors moi, je dirais que c'est assez dingue, c'est que ça nous fait venir du monde, en fait. On a vraiment des clients qui viennent depuis les réseaux sociaux. Et je dirais, c'est un atout. C'est génial, en fait. Moi, je prends ça comme un... Bon, nous, on fait ça tout simplement. On prend le téléphone et puis on fait juste un plat qu'on fait en fait pour les clients. On le met en scène, quoi. Mais c'est vraiment ce qu'on fait pour les clients. Et je trouve, en fait, c'est assez dingue. C'est que c'est un accélérateur énorme. Faut le faire, je pense, sans avoir réfléchi, en fait. Faut le faire naturellement. Si on se force pour le faire, faut pas le faire, je pense. Vraiment pas. Si on le fait un peu comme moi, où on jette le téléphone à un commis, il est là, Lenny, mon jeune, je jette le téléphone à un des commis et puis on filme la recette et on le fait naturellement, on le met sur les réseaux et puis ça fait des millions de vues. Et voilà, le faire comme ça, moi je trouve que c'est superbe. Et nous, on est une génération où c'est peut-être un peu plus simple pour nous, plus que les grands chefs, les plus vieux en tout cas. Mais je vois que de plus en plus ça plaît, et même à Michel Roth, qui est quand même une génération bien avant moi, et il est super content qu'on fasse une vidéo ensemble. Et je trouve que c'est super cool parce que ça permet de montrer au plus grand nombre ce qu'on fait en fin de compte. Et je trouve on n'a pas besoin d'avoir fait de grande école ou d'avoir fait de grandes cuisines pour montrer ce qu'on fait. Et ça se trouve, il peut y avoir quelqu'un au milieu d'une campagne qui est hyper fort et qui va faire des petites vidéos et qui va le montrer au grand public et qui peut sortir en fait de cette zone un peu de l'inconnu grâce au réseau. Et moi, je trouve que c'est extraordinaire. C'est incroyable. Merci. Une autre question? Vous êtes sûr? Profitez-en. Hein. J'ai trop parlé. Ouais, à mon avis, il y a plus de la timidité. On n'ose pas poser de questions. Vous devriez. Allez, vous vous approchez un tout petit peu, s'il vous plaît. Alors, on va venir vers vous. Bonjour. Bonjour chef, je ne sais pas si Bonjour. vous vous rappelez de moi. Si, bien sûr, je me rappelle. Je voulais vous poser une question, c'est quoi vos projets futurs? Parce que vous avez plein de projets. On a vu l'ouverture de votre bistrot à Paris. Est-ce que vous avez d'autres choses derrière de prévues? Déjà, ça me fait plaisir de te voir. Merci, ça fait super plaisir de vous voir aussi. Oui, il y a beaucoup de projets. On essaye de se concentrer déjà sur ce qu'il y a en ce moment. Et oui, il y a des petites surprises qui arrivent prochainement et qu'on va annoncer petit à petit. Mais j'ai envie de faire ma cuisine un petit peu dans le monde entier. Donc on verra si ça se fait petit à petit. Mais ça risque de se faire. Ça m'a fait plaisir. Un grand merci. Alors, rapidement, on va vous appeler. On vous amène un micro. Ce sera la dernière question.
Bonjour. 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 Bien près, s'il vous plaît, sinon on ne vous entend pas. Ça marche. On parle aussi, en parlant de Gen Z, d'engagement, de responsabilité sociale, etc. Et je voulais savoir si vous, du coup, en tant que jeune chef, c'était quelque chose que vous preniez en compte dans le développement de vos projets, vos équipes, etc. Au niveau social, Social, environnemental, ouais. un petit peu tout. Ouais. Merci pour cette question. Au niveau environnement, en fait, ça paraît logique, c'est qu'on travaille avec les producteurs autour du restaurant. Et ça, on le fait à chaque fois. Et c'est génial parce que du coup, circuit court, bien sûr que tout le monde connaît, mais on le fait vraiment parce que du coup, j'ai enlevé. Avant, on avait une carte qui était une carte de choix et qu'en fait, qui t'oblige à avoir en fait des produits régulièrement pendant le temps de la carte de la saison. Et du coup, des fois, plein de chefs sont obligés d'aller chercher un peu plus loin parce que ils ont à la carte les écrevisses et dans le lac, c'est pas un marché et on n'a pas des écrevisses tous les matins. Et du coup, ça t'oblige à sortir de ça. Et j'ai enlevé le choix de la carte du coup et on est parti sur un menu à l'aveugle en fait qu'on appelle. Et ça permet du coup de le faire vraiment. C'est-à-dire que quand on a notre petit pêcheur Bigler qui nous ramène les écrevisses le matin du lac, et tant mieux, on en a 3 kilos, on est hyper content, on va faire la sauce avec, on va garder les écrevisses pour un plat. On va l'avoir X temps à la carte, le temps qu'il arrive à nous en avoir. Et puis dès qu'on en a plus, on va passer sur de l'omble ou sur ce qu'il a pêché du matin, un beau brochet. Et pareil aussi, c'est savoir dire oui tout le temps à nos producteurs parce que comme mon pêcheur il me ramène un gros brochet de 10 kilos magnifique, et je peux pas lui dire non plus. Donc c'est pour ça d'avoir au moins un menu à l'aveugle, ça permet vraiment de respecter ça. Et c'est ce que je fais dans mes restaurants. Et je pense que c'est génial. Et c'est une éducation parce que les clients ont quand même l'habitude de choisir. Et là, donc, il faut vraiment faire confiance aussi au chef. Mais c'est génial de pouvoir le faire parce que du coup, nous, on peut vraiment travailler avec nos producteurs. Et quand ils ont des agneaux, on en a, ils abattent, on en a, il n'y en a plus, on passe à autre chose. Et en fait, on suit vraiment du coup les producteurs et c'est plus nous qui décidons, on fait du homard, quoi. Non, voilà, on se laisse porter un petit peu et on travaille avec les produits de saison et de ce qu'il y a autour de nous, quoi. Merci beaucoup, Dany Kézard, chef du Bayview à Genève, que je vous invite à applaudir chaleureusement. Merci. Merci pour votre attention. 5 minutes de pause et on poursuit nos échanges avec une nouvelle thématique, la cuisine du pouvoir ou la diplomatie par la gastronomie. De vastes sujets. À tout de suite. J'attendrai pas miséricorde, encore moins le jour de paye. J'ai cherché la vie de Gandhi. Une fois que l'oseille a terre, maman dit que j'étais un bandit. On se connaîtait, il pleut des cordes. Moi je suis fait pour le soleil. J'attendrai pas miséricorde, encore moins le jour de paye. J'ai cherché la vie de Gandhi. Une fois que l'oseille a terre, maman dit que j'étais un bandit. Toma decisiones, así me toca. Creando visiones, a ti te toca. Rompiendo ilusiones, amor me toca. Bailo sensaciones, a ti te toca. J't'ai vu donner pour toi, ouais tu me plais, j'sais pas pourquoi. À fond dans la ville, j'arrive, j'fais du bruit. Dîner avec l'avocat, bord de mer, là j'suis fire. Tu veux me voir, j'suis pas là, j'prends le soleil à la playa. Ils en veulent la peine, ils me font de la peine. Son sourire m'apaise, tout comme l'oseille de la semaine. Elle me